Vous écoutez Vie de Rancé, un livre écrit par Vicomte de François-René Chateaubriand et lu par la voix modélisée de Guy Nadon. Dédicace. À la mémoire de l'abbé Séguin, prêtre de Saint-Sulpice, né à Carpentras le 8 août 1748, mort à Paris à 95 ans le 19 avril 1843. Chateaubriand. Avertissement de cette seconde édition. J'ai suivi dans cette édition tous les changements qui m'ont été indiqués. On ne peut me faire plus de plaisir que de m'avertir quand je me suis trompé. On a toujours plus de lumière et plus de savoir que moi. Avertissement de la première édition. Je n'ai fait que 2 dédicaces dans ma vie, l'une à Napoléon, l'autre à l'abbé Séguin. J'admire autant le prêtre obscur qui donnait sa bénédiction aux victimes qui mouraient à l'échafaud que l'homme qui gagnait des victoires. Lorsque j'allais voir, il y a plus de 20 ans, Mesdemoiselles d'Acosta, cousines de Madame de Chateaubriand, alors au nombre de 4 et qui ne sont plus que 2, je rencontrais, rue du Petit Bourbon, un prêtre vêtu d'une soutane relevée dans ses poches. Une calotte noire à l'italienne lui couvrait la tête, il s'appuyait sur une canne et allait, en marmottant son bréviaire, confesser, dans le faubourg Saint-Honoré, Madame de Montboissier, fille de Monsieur de Malesherbes. Je le retrouvai plusieurs fois aux environs de Saint-Sulpice. Il avait peine à se défendre d'une troupe de mendiantes qui portaient dans leurs bras des enfants empruntés. Je ne tardai pas à connaître plus intimement cette proie des pauvres, et je le visitais dans sa maison rue Servandoni, no 16. J'entrai dans une petite cour mal pavée. Le concierge allemand ne se dérangeait pas pour moi. L'escalier s'ouvrait à gauche au fond de la cour. Les marches en étaient rompues. Je montais au second étage. Je frappais. Une vieille bonne vêtue de noir venait m'ouvrir. Elle m'introduisait dans une antichambre sans meubles où il n'y avait qu'un chat jaune qui dormait sur une chaise. De là, je pénétrais dans un cabinet orné d'un grand crucifix de bois noir. L'abbé Séguin, assis devant le feu et séparé de moi par un paravent, me reconnaissait à la voix. Ne pouvant se lever, il me donnait sa bénédiction et me demandait des nouvelles de ma femme. Il me racontait que sa mère lui disait souvent dans le langage figuré de son pays « Rappelez-vous que la robe des prêtres ne doit jamais être brodée d'avarice. » La sienne était brodée de pauvreté. Il avait eu 3 frères, prêtres comme lui, et tous 4 avaient dit la messe ensemble dans l'église paroissiale de Sainte-Maure. Ils allèrent aussi se prosterner à Carpentras sur le tombeau de leur mère. L'abbé Séguin refusa de prêter le serment. Poursuivi pendant la Révolution, il traversa un jour en courant le jardin du Luxembourg et se sauva chez M. de Jussieu, rue Saint-Dominique d'Enfer. En quittant le Luxembourg pour la dernière fois en 1830, je passais de même à travers le jardin solitaire avec mon ami, M. Hyde de Neuville. De tristes échos se réveillent dans les cœurs qui ont retenu le bruit des révolutions. L'abbé Séguin rassemblait, dans les lieux cachés, les chrétiens persécutés. L'abbé Antoine, son frère, fut arrêté, mis au Carme et massacré le 2 septembre. Quand cette nouvelle parvint à Jean-Marie, il entonna le Te Deum. Il allait déguisé, de faubourg en faubourg, administrer des secours aux fidèles. Il était souvent accompagné de femmes pieuses et dévouées. Madame Choc passait pour sa fille. Elle faisait le guet et était chargée d'avertir le confesseur. Comme il était grand et fort, on l'enrôla dans la garde nationale. Dès le lendemain de cet enrôlement, il fut envoyé avec 4 hommes visiter une maison, rue Cassette. Le ciel lui apprit ce qu'il avait à faire. Il demande avec fracas que les appartements lui soient ouverts. Il aperçoit un tableau placé contre un mur et qui cachait ce qu'il ne voulait pas trouver. Il en approche, soulève avec sa baïonnette un coin de ce tableau et s'aperçoit qu'il bouche une porte. Aussitôt, changeant de ton, il reproche à ses camarades leur inactivité, leur donne l'ordre d'aller visiter les chambres en face du cabinet que dérobait le tableau. Pendant que la religion inspirait ainsi l'héroïsme à des femmes et à des prêtres, l'héroïsme était sur le champ de bataille avec nos armées, jamais les Français ne furent si courageux et si infortunés. Dans la suite, l'abbé Séguin,
ayant vu quel parti on pouvait tirer de la garde nationale, était toujours prêt à s'y présenter. Le mensonge était sublime, mais il n'en offensait pas moins l'abbé Séguin parce qu'il était mensonge. Au milieu de ces violents sacrifices, il tombait dans un silence consterné qui épouvantait ses amis. Il fut délivré de ses tourments par suite du changement des choses humaines. On passa du crime à la gloire, de la République à l'Empire. C'est pour obéir aux ordres du directeur de ma vie que j'ai écrit l'histoire de l'abbé de Rancé. L'abbé Séguin me parlait souvent de ce travail et j'y avais une répugnance naturelle. J'étudiais néanmoins, je lus, et c'est le résultat de ces lectures qui composent aujourd'hui la vie de Rancé. Voilà tout ce que j'avais à dire. Mon premier ouvrage a été fait à Londres en 1797, mon dernier à Paris en 1844. Entre ces deux dates, il n'y a pas moins de 47 ans, 3 fois l'espace que Tacite appelle une longue partie de la vie humaine. Quindecimannos, grande mortalis evis patium. Je ne serai lu de personne, excepté de quelques arrière-petites-nièces habituées aux contes de leur vieil oncle. Le temps s'est écoulé. J'ai vu mourir Louis XVI et Bonaparte. C'est une dérision que de vivre après cela. Que fais-je dans le monde? Il n'est pas bon d'y demeurer lorsque les cheveux ne descendent plus assez bas pour essuyer les larmes qui tombent des yeux. Autrefois, je barbouillais du papier avec mes filles, Atala, Blanca, Cymodocée, chimères qui ont été chercher ailleurs la jeunesse. On remarque des traits indécis dans le tableau du déluge, dernier travail du Poussin. Ces défauts du temps embellissent le chef-d'œuvre du grand peintre, mais on ne m'excusera pas. Je ne suis pas Poussin. Je n'habite point au bord du Tibre et j'ai un mauvais soleil. Vie de Rancé. Livre premier. Dom Pierre le Nain, religieux et prieur de l'abbaye de la Trappe, frère du grand Tillemont et presque aussi savant que lui, est reconnu comme le plus complet historien de Rancé. Il commence ainsi la vie de l'abbé réformateur. L'illustre et pieux abbé du monastère de Notre-Dame de la Trappe, l'un des plus beaux monuments de l'ordre de Cîteaux, le parfait miroir de la pénitence, le modèle accompli de toutes les vertus chrétiennes et religieuses, le digne fils et le fidèle imitateur du grand saint Bernard, le révérend père d'homme Armand Jean le Boutillier de Rancé, de qui, avec le secours du ciel, nous entreprenons d'écrire l'histoire, naquit à Paris, le 9 janvier 1626, d'une des plus anciennes et illustres familles du royaume. Il n'y a personne qui ne sache qu'elle a donné à l'Église Monseigneur Victor le Boutillier, évêque de Boulogne, depuis archevêque de Tours, premier aumônier de Monsieur le duc d'Orléans, Monseigneur Sébastien le Boutillier, évêque d'Aire, prélat d'une piété singulière, et à l'État Claude le Boutillier, sieur de Pons et de Foligny, qui fut d'abord conseiller au Parlement de Paris, ensuite secrétaire d'État, et quelques années après surintendant des finances et grand trésorier des ordres du roi. Cette famille, qui tirait son origine de Bretagne et touchait de parenté au duc de cette province, a été encore plus ennoblie par la sainteté de celui dont nous écrivons la vie. Son père se nommait Denis le Boutillier, seigneur de Rancé, maître des requêtes, président en la Chambre des comptes et secrétaire de la reine Marie de Médicis. Il épousa Charlotte Joly, de laquelle il eut 8 enfants, 5 filles qui se firent religieuses presque toutes et 3 garçons. Le premier, Denis-François le Boutillier, fut chanoine de Notre-Dame de Paris. Le second fut notre digne abbé. Le troisième est le chevalier de Rancé, qui servit Sa Majesté en qualité de capitaine du port du Marseille et de chef d'escadre. Comme notre abbé avait été baptisé en la maison de son père sans les cérémonies ordinaires de l'Église, elles furent suppléées le 30 mai 1627 en la paroisse de Saint-Côme et Saint-Damien. L'éminentissime cardinal de Richelieu fut son parrain et lui donna le nom d'Armand Jean. Il eut pour marraine Marie de Fourcy, femme du marquis d'Effiat, surintendant des finances. Tel est le début du Père le Nain. Le désert se réjouit. Le réformateur de la Trappe se montre au monde entre Richelieu, son protecteur, et Bossuet, son ami.
Il fallait que le prêtre fût grand pour ne pas disparaître entre ses acolytes. Le frère aîné de Rancé, Denis François, le chanoine de Notre-Dame, était, dès le berceau, abbé commendataire de la Trappe. La mort de Denis rendit Armand le chef de sa famille. Il hérita de l'abbaye de son frère par cet abus des bénéfices convertis en espèces de biens patrimoniaux. Admis dans l'ordre de Malte, quoiqu'il fût devenu l'aîné, ses parents le laissèrent dans la carrière de l'Église. Le père de Rancé, frappé des dispositions de son fils, lui donna 3 précepteurs. Le premier lui montrait le grec, le second le latin, le troisième veillait sur ses mœurs, tradition d'éducation qui remontait à Montaigne. Les parlementaires étaient alors très érudits, Témoin Pasquier et le président Cousin. À peine sorti des Langes, Armand expliquait les poètes de la Grèce et de Rome. Un bénéfice étant venu à Vaquer, on mit sur la liste des recommandés le filleul du cardinal de Richelieu. Le clergé murmura, le pétion Caussin, jésuite et confesseur du roi, fit appeler l'abbé en jaquette. Caussin avait un Homère sur sa table. Il le présenta à Rancé. Le petit savant expliqua un passage à livre ouvert. Le jésuite pensa que l'enfant s'aidait du latin placé en regard du texte. Il prit les gants de l'écolier et en couvrit la glose. L'écolier continua de traduire le grec. Le P. Caussin s'écria « Habes linceos oculos ». Il embrassa l'enfant et ne s'opposa plus aux faveurs de la cour. À l'âge de 12 ans, 1638, Rancé donna son Anacréon. Cette précocité de science est suffisamment démontrée possible parce que l'on sait de Saumaise et des enfants célèbres. Rancé, à 68 ans, dans une lettre à l'abbé Nicaise, s'avoue l'auteur du commentaire. L'Anacréon grec parut sous la protection du cardinal de Richelieu. Chardon de la Rochette a fourni la traduction de l'épître dédicatoire. On la pourrait faire plus précise, non plus exacte. Il est curieux d'entendre celui qui devait dédaigner le monde parler à celui qui n'aspirait qu'à en devenir le maître. L'ambition est de toutes les âmes, elle mène les petites, les grandes la mènent. L'épître ouvre par ces mots au grand Armand Jean, cardinal de Richelieu, Armand Jean le Boutillier, abbé, salut et longue prospérité, ayant appris de bonne heure à me pénétrer des sentiments de reconnaissance, etc. La langue grecque est aussi la langue des Saintes Écritures, etc. J'ai donné à l'étude de cette langue les mêmes soins qu'à celle des Romains, etc., me dévouant tout entier au service de votre éminence. C'est une des immortalités contradictoires de Richelieu d'avoir eu pour panégyristes Rancé, scoliaste d'Anacréon, et Corneille, qui devint à son tour pénitent. Les Horaces sont dédiés aux persécuteurs du Cid. Les scolies, dans l'Anacréon de Rancé, suivent une à une les odes. Les pièces à la louange du jeune traducteur, imprimées à la tête de l'ouvrage, ne donnent guère une idée de l'avenir du saint. Dans les collèges, il y avait une sorte d'enfance mythologique qui passait d'une génération à l'autre. « Quel vœu formes-tu, chantre de Théos ?» dit un des rhapsodes de ces pièces. « Brûles-tu pour Bâtille, pour Bacchus, pour Cythérée ?» Aimes-tu les danses des jeunes vierges? Voici Armand de Rancé qui l'emporte sur Bâtille et sur les jeunes vierges. Si tu possèdes Armand, vis heureux. Singulière annonciation du saint. Je me souviens qu'un de nos régents nous expliquait en classe l'églogue d'Alexis. Alexis était un écolier indocile qui refusait d'écouter les paroles de son affectueux maître. Candide pudeur chrétienne. Rancé subséquemment jeta au feu ce qu'il lui restait du tirage de l'Anacréon, dont on trouve néanmoins des exemplaires à la bibliothèque du roi. Un voyageur anonyme, qu'on sait être aujourd'hui l'abbé Nicaise, dans un voyage fait à la trappe du vivant de Rancé, raconte une conversation qu'il eut avec l'abbé. Celui-ci lui dit qu'il n'avait gardé dans sa bibliothèque qu'un exemplaire de l'Anacréon, qu'il avait donné cet exemplaire à M. Pélisson, non pas comme un bon livre, mais comme un livre fort propre et fort bien relié, que dans les 2 premières années de sa retraite, avant que d'être religieux, il avait voulu lire les poètes, mais que cela ne faisait que rappeler ses anciennes idées, et qu'il y a dans cette lecture un poison subtil
caché sous des fleurs, qui est très dangereux, et qu'enfin il avait quitté tout cela. Il écrivait à l'abbé Nicaise, le 6 avril 1692, « Ce que j'ai fait sur Anacréon n'est rien de considérable. Qu'est-ce que l'on peut penser à l'âge de 12 ans qui mérite qu'on l'approuve? J'aimais les lettres, et je m'y plaisais. Voilà tout. » Protégé de Richelieu et chéri de la reine-mère, Rancé entrait dans la vie sous les auspices les plus heureux. Marie de Médicis avait pour lui une tendresse d'aïeul. Elle le tenait sur ses genoux, le portait, le baisait. Elle dit un jour au père de Rancé, « Pourquoi ne m'avez-vous pas encore amené mon fils? Je ne prétends pas être si longtemps sans le voir. » On aurait pris ses caresses pour le comble de la fortune, mais elle venait de la veuve de Henri IV et de la mère de la femme de Charles Ier. Il ne manquait rien à l'opulence de l'écolier. Pourvu d'un canonicat de Notre-Dame de Paris et abbé de la Trappe, il jouissait du prieuré de Boulogne près de Chambord, de l'abbaye de Notre-Dame-du-Val, de Saint-Symphorien de Beauvais. Il était prieur de Saint-Clémentin en Poitou, archidiacre d'Outre-Mayenne dans l'église d'Angers et chanoine de Tours, faveurs obtenues de Richelieu par le crédit d'Anacréon. Vers cette époque, le jeune Boutillier aurait eu à subir une épreuve. Richelieu s'était brouillé avec Marie de Médicis. La reine italienne aurait mieux fait de continuer d'élever le Luxembourg et l'aqueduc d'Arcueil, de perfectionner son propre portrait gravé en bois par elle-même. Boutillier le père, qui demeurait attaché à la fortune de Marie, voulut contraindre Rancé à cesser d'aller chez son parrain. Rancé resta fidèle au cardinal et le vit secrètement jusqu'à sa mort. Telles sont les traditions conservées dans les biographies, mais la chronologie les renverse. Lorsque Marie de Médicis se réfugiait dans les Pays-Bas, Rancé n'avait que 3 à 4 ans. Richelieu mourut le 4 décembre 1642, dans la 18e année de son ministère. Le génie est une royauté par l'ère de laquelle il faut compter. Le père Joseph, Marion de Lorme, la grande pastorale, sont des infirmités ensevelies avant celui auquel elles furent attachées. Sous la régence d'Anne d'Autriche et le ministère de Mazarin, Rancé poursuivit son éducation. Dans ses cours de philosophie et de théologie, il obtint des succès que la société d'alors voyait avec un vif intérêt. Il dédia sa thèse à la mère de Louis XIV. Un jour, poussé par un professeur qui appuyait son opinion sur un passage concluant d'Aristote, il répondit qu'il n'avait jamais lu Aristote qu'en grec et que, si l'on voulait lui produire le texte, il tâcherait de l'expliquer. Le professeur ne savait pas le grec, ce que Rancé avait soupçonné. Alors l'abbé cita de mémoire l'original et fit voir la différence qui existait entre le texte et la version latine. Rancé eut le bonheur de rencontrer aux études un de ces hommes auprès desquels il suffit de s'asseoir pour devenir illustre, Bossuet. Rancé commença par la cour et finit par la retraite. Bossuet commença par la retraite et finit par la cour. L'un grand par la pénitence, l'autre par le génie. Dans sa licence, Bossuet n'atteignit qu'à la seconde place. Rancé obtint la première. On attribua ce succès à sa naissance. Rancé n'en triompha pas, Bossuet n'en fut point humilié. Rancé prêcha avec succès dans diverses églises. Sa parole avait du torrent, comme plus tard celle de Bourdaloue, mais il touchait davantage et parlait moins vite. Dans l'année 1648 s'ouvrit la Fronde, tranchée dans laquelle sauta la France pour escalader la liberté. Cette bacchanale entachée de sang brouille les rôles, les femmes devinrent des capitaines, le duc d'Orléans écrivait des lettres adressées à mesdames les comtesses maréchales de Caen dans l'armée de ma fille contre le Mazarin. Broussel, le conseiller, était le grand homme. Condé, un petit personnage tenu en cage à Vincennes par un prêtre. Le coadjuteur attendait à Saint-Denis le sac de Paris. On égorgeait le voisin, et l'on se consolait par des vers. En voyant ses œillets qu'un illustre guerrier, Mazarin et Turenne étaient des amoureux, l'un de la reine, l'autre de Madame de Longueville, tandis que Charles Ier tombait sous la hache de Cromwell et que la fille de Henri IV mourait de froid au Louvre. Chaque jour voyait naître des gazettes.
Le courrier français et le courrier extravagant étaient écrits en vers burlesques. À peine rencontre-t-on parmi des choses insipides quelques lignes comme celle-ci. Le jeune Tancrède de Rohan fut le premier qui porta des nouvelles aux Champs-Élysées de la cruelle guerre que le cardinal Mazarin avait allumée en France. Le notonnier Caron, ayant passé ce jeune guerrier dans sa barque, lui montra les champs délicieux où se divertissent les princes et les héros. Il lui donna une des plus jeunes et plus fières destinées pour l'accompagner jusqu'à la porte de cet admirable pourpris, où il fut reçu avec regret à cause de sa jeunesse. Plus avant, vous rencontrez le duc de Jeune avec l'infante Abstinence, sa femme, se saisissant du fort de Carême par l'entremise du jour des cendres. C'était là la lecture dont se nourrissait le réformateur de la Trappe. Il pouvait errer au milieu des sociétés qui commencèrent avant la Fronde et qui finirent avec elle. En effet, ce fut là qu'il connut Madame de Montbazon. Ces sociétés étaient de diverses sortes. La première et la plus illustre de toutes était celle de l'hôtel de Rambouillet. Arrêtons-nous pour y jeter un regard. On comprendra mieux d'où Rancé était parti quand on saura de quelle extrémité de la terre il était revenu. Madame de Rambouillet, fille du marquis de Pisani et de Madame Savelli, dame romaine, avait, ainsi que plusieurs familles de l'époque de nos Médicis, du sang italien dans les veines. Elle enseigna à Paris la disposition des grands hôtels dont la Renaissance avait déjà indiqué les principes. Quand la reine-mère bâtit le Luxembourg, elle envoya ses architectes étudier l'hôtel de Pisani, devenu l'hôtel de Rambouillet, et situé dans l'espace qu'occupe aujourd'hui la rue de Chartres, ayant vue sur le petit palais de Philibert Delorme. La seconde galerie du Louvre n'a été bâtie que de notre temps. Cet hôtel était le rendez-vous de tout ce qu'il y avait de plus élégant à la cour et de plus connu parmi les gens de lettres. Là, sous la protection des femmes commença le mélange de la société et se forma, par la fusion des rangs, cette égalité intellectuelle, ces mœurs inimitables de notre ancienne patrie. La politesse de l'esprit se joignit à la politesse des manières. On sut également bien vivre et bien parler. Mais le goût et les mœurs ne se jettent pas d'une seule fonte. Le passé traîne ses restes dans le présent. Il faut avoir la bonne foi de reconnaître les défauts que l'on aperçoit dans les époques sociales. En essayant de curieuses divisions de temps, on s'est efforcé d'accuser Molière d'exagération dans ses critiques. Pourtant, il n'a dit que ce que racontent les mémoires, de même que les lettres de Guy Patin, montrent que dans la peinture des médecins, le grand comique n'a pas passé la mesure. Marigny, le Napolitain, reçu avec transport à l'hôtel de Rambouillet, acheva de gâter le goût en nous apportant l'amour des Concetti. Marie de Médicis faisait à Marigny une pension de 2000 écus. Corneille lui-même fut entraîné par ce goût d'Outremont, mais son grand génie résista. Dépouillé de sa calotte italienne, il ne lui resta que cette tête chauve qui plane au-dessus de tout. Il régnait à l'hôtel de Rambouillet, à l'époque de sa plus ancienne célébrité, un attrait de mauvaise plaisanterie qu'on retrouvait encore dans ma jeunesse au fond des provinces. Ainsi des vêtements rétrécis, afin de persuader à celui qui les reprenait qu'il avait enflé pendant la nuit. Ainsi Godot accoutré en nain de Julie et rompant une lance de paille contre Dandilly qui lui donna un soufflet. Voilà où en était l'hôtel de Rambouillet. Lorsque Corneille y lut Polyeucte, on lui déclara que Polyeucte n'était pas fait pour la scène. Voiture fut chargée d'aller signifier à Pierre de remettre son chef-d'œuvre dans sa poche. C'est pourtant cette puissante race normande qui a donné Shakespeare à l'Angleterre et Corneille à la France. On n'aimait pas, à l'hôtel de Rambouillet, les bonnets de coton. Montausier n'eut la permission d'en user qu'en considération de ses vertus. Les femmes portaient, le jour, une canne comme les châtelaines du XIVe siècle. Les mouchoirs de poche étaient garnis de dentelle et l'on appelait lionnes les jeunes femmes blondes. Rien de nouveau sous le soleil. Dans une fête que donnait Madame de Rambouillet, elle conduisit une nombreuse compagnie vers des rochers plantés de grands arbres. Mademoiselle de Rambouillet et les demoiselles de sa maison, vêtues en nymphes, faisaient le plus agréable spectacle. Julie d'Angène apparut avec l'arc et le visage de Diane.
Elle était si charmante qu'elle vainquit au chant un rossignol et que la tour de Montlhéry haussait le cou dans les nues pour apercevoir ses beaux yeux. Il y avait un cabinet appelé la Chambre bleue à cause de son ameublement de velours bleu rehaussé d'or et d'argent. On y respirait des parfums, on y composait des stances à Zirphée, reine d'Argène à la cour d'Arténis, anagramme du nom de Catherine, faite par Racan pour Catherine de Rambouillet, dont il était amoureux. Celle-ci écrit à l'évêque de Vence « Je vous souhaite à tout moment dans la loge de Zirphée. Elle est soutenue par des colonnes de marbre transparent et a été bâtie au-dessus de la moyenne région de l'air par la reine Zirphée. » Le ciel y est toujours serein, les nuages n'y offusquent ni la vue ni l'entendement, et de là, tout à mon aise, j'ai considéré le trébuchement de l'ange terrestre. L'Astrée de D'Urfé, publié entre 1610 et 1620, florissait à l'hôtel de Rambouillet. C'est par l'Astrée que s'introduisirent les longs verbiages d'amour, peut-être nécessaires pour corriger les amours du XVIe siècle. D'Urfé, épris de Diane de Châteaumorant, femme de son frère, dont le mariage fut cassé, épousa Diane. Tout ce système d'amour, quintessencié par mademoiselle de Scudéry et géographié sur la carte du royaume de Tendre, se vint perdre dans la Fronde, gourme du siècle de Louis XIV encore au pâturage. Voiture fut presque le premier bourgeois qui s'introduisit dans la haute société. On a des lettres de lui à Julie d'Angène. Naturellement fat, il voulut baiser le bras de Julie, de laquelle il fut vivement repoussé. Le grand Condé le trouvait insupportable. Il n'a pas, quoi qu'on en dise, décrit Grenade et l'Alhambra. Puis venaient Vaugelas, Ménage, Gombault, Malherbe, Racan, Balzac, Chapelain, Cotin, Benserade, Saint-Névremont, Corneille, La Fontaine, Fléchier, Bossuet. Les cardinaux de La Valette et de Richelieu passèrent à l'hôtel de Rambouillet, qui toutefois résista à la puissance du maître de Louis XIII. En femme, on vit successivement venir la marquise de Sablé, Charlotte de Montmorency et mademoiselle de Scudéry, moins jeune et moins simple que madame de Scudéry. Enfin, au bout du rôle, paraît madame de Sévigné. Mademoiselle de Scudéry était la grande romancière du temps et jouissait d'une réputation fabuleuse. Elle avait gâté et soutenu à la fois le grand style, accoutumant les esprits à passer de Clélie à Andromaque. Nous n'avons rien à regretter de cette époque. Madame Sand l'emporte sur les femmes qui commencèrent la gloire de la France. L'art vivra sous la plume de l'auteur de l'Élia. L'insulte à la rectitude de la vie ne saurait aller plus loin, il est vrai, mais Madame Sand fait descendre sur l'abîme son talent, comme j'ai vu la rosée tomber sur la mer morte. Laissons-la faire provision de gloire pour le temps où il y aura disette de plaisir. Les femmes sont séduites et enlevées par leurs jeunes années. Plus tard, elles ajoutent à leur lyre la corde grave et plaintive sur laquelle s'expriment la religion et le malheur. La vieillesse est une voyageuse de nuit, la terre lui est cachée, elle ne découvre plus que le ciel. Montausier, que la différence de religion avait d'abord empêché d'épouser Julie d'Angène, rompit par son mariage la première société de l'hôtel de Rambouillet. La guirlande de Julie, un peu fanée, est arrivée jusqu'à nous. La violette y fait entendre encore sa langue parfumée. Lorsqu'on a à raconter une série d'événements et qu'on pousse son récit jusqu'à la mort des personnages, on parvient à cette gravité des enseignements qui résultent des variations de la vie. La marquise de Rambouillet mourut à l'âge de 82 ans en 1665. Il y avait déjà longtemps qu'elle n'existait plus, à moins de compter des jours qui ennuient. Elle avait fait son épitaphe. Et si tu veux, passant, compter tous ses malheurs, tu n'auras qu'à compter les moments de sa vie. Tel est le secret de ces moments qui passent pour heureux. Madame de Montausier expira le 13 avril 1671 à l'âge de 64 ans. Nommée gouvernante des enfants de France lors de la grossesse de Marie-Thérèse d'Autriche, ensuite dame d'honneur de la reine lorsque la duchesse de Navailles donna sa démission,
Elle fut effrayée de l'apparition de M. de Montespan, ce mari de l'Alcmène de Molière, qu'elle crut voir dans un passage obscur et qui la menaçait. Julie d'Angène se reprochait la flatterie de son silence. Responsable des devoirs que lui imposait le nom de son mari, elle semblait avoir ouï l'apostrophe de l'orateur aux cendres de Montausier. Ce tombeau s'ouvrirait, ses cendres se ranimeraient pour me dire « Pourquoi viens-tu mentir pour moi, qui ne mentis jamais pour personne ?» Madame de Montausier se retira, languit et disparut. On entendit à peine se refermer sa tombe. Hélas, une des plus belles renommées commençait à l'hôtel de Rambouillet, s'ensevelit à Grignan, à la source de son immortalité. Madame de Sévigné ne s'était pas fait illusion sur sa jeunesse comme Madame de Montausier. Elle écrivait à sa fille « Je vois le temps accourir et m'apporter en passant l'affreuse vieillesse ». Elle écrivait encore à ses enfants « Vous voilà donc à nos pauvres rochers ». Et c'était là qu'avait habité longtemps Madame de Sévigné elle-même. La lettre datée de Grignan, du 29 mars 1696, 4 ans avant la mort de Rancé, regarde le jeune Blanchefort, arraché comme une fleur que le vent emporte. Cette lettre est une des dernières de l'épistolaire, plainte du vent qui passe sur un tombeau. « Je mérite, dit-elle, d'être mise dans la hotte où vous mettez ceux qui vous aiment, mais je crains que vous n'ayez point de hotte pour ces derniers. » Ces hottes ne pèsent guère, elles ne portent que des songes. On se plaît mélancoliquement à voir dans quel cercle roulaient les idées dernières de Madame de Sévigné. On ne dit pas quelle fut sa parole fatidique. On aimerait à avoir un recueil des derniers mots prononcés par les personnes célèbres. Il ferait le vocabulaire de cette région énigmatique des sphinx, par qui en Égypte l'on communique du monde au désert. À Rome qu'avait habité Madame des Ursins, alliée de Madame de Rambouillet, Madame des Ursins ne se pouvait résoudre à retourner proscrite et vieille. Occupée du monde, dit Saint-Simon, de ce qu'elle avait été et de ce qu'elle n'était plus, elle eut le plaisir de voir Madame de Maintenon, oubliée, s'anéantir dans Saint-Cyr. Et pourtant Monsieur le duc de Noailles vient de faire de Saint-Cyr une restauration admirable. En nous parlant du plaisir que devait trouver Madame des Ursins à prolonger ses jours parmi des ruines, Saint-Simon regardait apparemment comme plaisir la plus dure des afflictions, le survivre. Heureux l'homme expiré en ouvrant les yeux, il meurt aux bras de ces femmes du berceau qui ne sont dans le monde qu'un sourire. Des débris de cette société se forma une multitude d'autres sociétés qui conservèrent les défauts de l'hôtel de Rambouillet sans en avoir les qualités. Rancé rencontra ces sociétés. Il n'y put gâter son esprit, mais il y gâta ses mœurs. Il eut plusieurs duels, à l'exemple du cardinal de Retz, s'il faut en croire quelques écrits dont on doit néanmoins se défier. L'hôtel d'Albret et l'hôtel de Richelieu furent les deux grandes dérivations de cette première source, d'où sortirent l'hôtel de Longueville et l'hôtel de Madame de Lafayette, en attendant les jardins de la Rochefoucauld, que j'ai vus encore entiers dans la petite rue des Marais. On tenait ruelle. Paris était distribué en quartiers qui portaient des noms merveilleux. On les peut voir dans le dictionnaire des Précieuses. Le faubourg Saint-Germain s'appelait la Petite Athènes, la place Royale, la place Dorique, le Marais, le quartier des Cholis, l'île Notre-Dame, la place de Délos. Tous les personnages du commencement du XVIe siècle avaient changé d'appellation. Témoin le discours de Boileau sur les héros de romans. Madame d'Aragonais était la princesse Philoxène. Madame d'Aligre, Télamire, Sarrazin, Polyandre, Conrart, Théodamas, Saint-Aignan, Artaban, Godot, le mage de Sidon. Loin de là se trouvait une autre société qui prenait le nom du Marais et dont les personnages se mêlaient parfois à ceux de l'hôtel de Rambouillet. Là régnait le Grand Condé et passait Molière. On y rencontrait la Rochefoucauld, Longueville, d'Estrées, La Châtre. Condé avait quitté les petits maîtres, ses premiers compagnons, et n'apprenait plus à monter à cheval avec Arnaud d'Andilly. Molière puisa dans une conversation avec Ninon qui se trouvait là, la peinture de l'Hypocrite, dont il fit ensuite le Tartuffe.
Ninon, puisque l'histoire, qui malheureusement ne sait point rougir, force à prononcer son nom, paraîtrait cependant n'avoir pas été connue de Rancé. Elle était impie, de là la faveur dont elle a joui dans le XVIIIe siècle. Philosophe et courtisane, c'était la perfection. On a fait trop de bruit de la fidélité que mademoiselle de l'Enclos mit à rendre un dépôt. Cela prouve qu'elle ne volait pas. Son incrédulité passait sous la protection de son esprit. Il fallait qu'elle en eût beaucoup pour que mesdames de la Suze, de Castelnau, de la Ferté, de Sully, de Fiesque, de Lafayette ne fissent aucune difficulté de la voir. Madame de Maintenon, n'étant encore que Madame Scarron, était liée avec elle. Elle voulut l'appeler à Saint-Cyr. La comtesse Sandwich la recherchait. La reine Christine, s'efforçant de l'emmener à Rome, l'appelait l'illustre Ninon. Port-Royal prétendit la convertir. Elle avait exclu Chapelle de sa société pour son ivrognerie. Chapelle jura que pendant 1 mois, il ne se coucherait pas sans être ivre et sans avoir fait une chanson contre Ninon. Les œuvres de Saint-Névremont renferment 8 lettres de mademoiselle de l'Enclos, écrites pour l'exilé qui, n'ayant pu obtenir un tombeau dans sa patrie, a un mausolée à Westminster. Saint-Névremont apercevait Paris à l'envers, du fond de Londres. Il est vrai qu'il avait auprès de lui le chevalier de Gramont et, comme français, l'Écossais Hamilton, sans compter les Italiennes Mazarini. Les lettres de Ninon sont fines de style et de goût. « Je crois comme vous, dit-elle à Saint-Névremont, que les rides sont les marques de la sagesse. Je suis ravie que vos vertus extérieures ne vous attristent point. » Madame de Sévigné aurait-elle parlé plus agréablement de ses vertus extérieures? Le siècle de Louis XIV achève de défiler derrière ce transparent tendu par la main d'une nouvelle habitante de Céa. On n'a jamais bien su la cause de la disgrâce du correspondant de Ninon et de l'implacabilité de Louis XIV. La lettre politique citée par Saint-Simon, malgré la susceptibilité du roi, fort naturelle après les troubles de sa minorité, ne saurait être la vraie cause de sa disgrâce. Il faut qu'il y ait eu quelques blessures secrètes. Saint-Évremont avait été lié avec Fouquet, et Fouquet touchait aux lettres de Madame de la Vallière. Les lettres de Saint-Évremont, en réponse à Mademoiselle de l'Enclos, sont agréables sans être naturelles. On reconnaissait parmi les étrangers ces éclats détachés de la planète de la France et qui formaient de petites sphères indépendantes de la région dans laquelle elle tournait. Il est à peu près certain que Saint-Évremont est l'auteur de la conversation du père Canaille avec le maréchal d'Auquincourt. L'Anacréon du Temple, ainsi appelait-on Chaulieu, parlant de la vieille mademoiselle de l'Enclos, assurait que l'amour s'était retiré jusque dans ses rides. Toute cette jeune société avait plus de 80 ans. Voltaire, au sortir du collège, fut présenté à Ninon. Elle lui laissa 2000 francs pour acquérir des livres, et apparemment le cercueil que l'Égypte faisait tourner autour de la table du festin. Ninon, dévoré du temps, n'avait plus que quelques os entrelacés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.